Bonjour et bienvenue sur le plateau télé de Business Industrie, le salon régional de l'industrie en Bourgogne-Franche-Comté qui se déroule ce mercredi et ce jeudi au Parc des Expositions de Dijon. 200 exposants vous accueillent dans les allées du parc. Et sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir les acteurs de l'économie régionale, des chefs d'entreprise, des collectivités, des organisations professionnelles pour évoquer ensemble les grands enjeux de l'industrie de demain. Parmi ces enjeux, l'enjeu environnemental, c'est l'un des sujets récurrents de ce salon Business Industrie. Et on va parler plus particulièrement sur ce plateau de l'enjeu lié à l'eau. Bonjour Ludivine Filoro. Bonjour. Vous êtes directrice de la transition énergétique et environnementale à la Chambre de commerce et d'industrie Métropole de Bourgogne. Ça couvre les départements de Côte-d'Or et de Saône-et-Loire. Tout à fait. L'industrie en Bourgogne-Franche-Comté, c'est un gros consommateur d'eau. On va commencer par ça. L'industrie en Bourgogne-Franche-Comté se situe dans la moyenne de la consommation d'eau au niveau national, c'est-à-dire que l'industrie, c'est environ 10% de la consommation d'eau. Donc, en Bourgogne-Franche-Comté, on est à peu près sur ces chiffres-là. Après, ça varie. C'est une moyenne annuelle. On sait bien qu'il y a un impact non négligeable, notamment de la période estivale, où là, on peut augmenter un petit peu cette part de l'industrie. Mais ce n'est pas le premier consommateur d'eau au niveau national et encore moins au niveau local. Quand on parle d'eau, et c'est ce qu'on va faire là pendant quelques minutes tous les deux, est-ce qu'on parle de problème de quantité d'eau, de qualité d'eau, d'accès à la ressource? Finalement, c'est quoi les problématiques d'eau des entreprises industrielles? Les deux, mon capitaine. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, ces dernières années, on s'était beaucoup axé sur la qualité de l'eau, puisque de toute façon, on a des grands plans au niveau même européen, et puis qui ont été déclinés en loi française, notamment la loi sur l'eau, qui obligeait une atteinte écologiquement bonne de toutes les masses d'eau. Oui. Donc quand on dit masse d'eau, ça peut être superficielle, c'est celle qu'on voit, mais c'est aussi les masses d'eau souterraines, toutes celles qu'on ne voit pas. Donc effectivement, il y a eu des grands programmes d'accompagnement, notamment auprès des industriels, pour réduire ce qu'on appelle les micropolluants, qui sont des polluants diffus, que les stations d'épuration ne savent pas forcément traiter, puisque les stations d'épuration, elles, sont axées sur un traitement de la pollution organique. Donc les micropolluants sont des micropolluants toxiques et dangereux. Donc il y a eu tout un programme d'accompagnement des agences de l'eau, mais on reviendra sur le sujet. Mais donc on s'est beaucoup focalisé sur cette qualité. Et puis là, on voit avec les sécheresses successives, le réchauffement et le changement climatique, que l'accès à la ressource en eau devient également une vraie problématique. Alors on échange ensemble sur un double sujet, la maîtrise et la réduction de sa consommation d'eau. Ça se résume à parler de sobriété hydrique, oui. C'est-à-dire comment on fait pour en consommer moins. C'est peut-être la première question qu'on doit se poser. Exactement. Alors, il y avait la table ronde sur la décarbonation juste avant, où on a vu qu'effectivement, il fallait déjà pouvoir maîtriser sa consommation d'énergie pour pouvoir agir correctement dessus. Et là, c'est un peu le même principe pour l'eau, en fait. La sobriété hydrique, c'est l'ensemble des actions et des pratiques qui visent à réduire durablement les usages de l'eau, tout en maintenant les services. C'est-à-dire que l'objectif, ce n'est pas de produire moins ou de produire moins bien, c'est d'avoir la même qualité de service et de produits tout en consommant de façon plus raisonnée. Donc ça, on est vraiment là-dessus sur la sobriété hydrique et c'est vraiment une question maintenant, au même titre que l'énergie, centrale dans les réflexions des industries. C'est pas seulement une question financière. Effectivement, quand on baisse sa consommation, a priori, on va baisser sa facture, sauf si le prix de l'eau augmente. Et oui. Mais c'est pas seulement ça. C'est pas seulement ça, puisque vous abordez le sujet, mais effectivement, il y a des taxes et les tarifs de l'eau sont en train de changer, puisque en France, l'eau ne coûte pas cher. Voilà, c'est une réalité. L'eau ne coûte pas cher. C'est d'ailleurs un problème. Et dans notre cas, c'est un problème. Ouais. Donc, on a bien vu, hausse de l'énergie qui s'est enflammée, pouf, réaction immédiate, on essaye de faire des économies et de voir comment on peut travailler différemment. Et sur l'eau, ça ne coûte pas assez cher. Donc, forcément, il faut trouver d'autres leviers pour amener les entreprises à travailler sur ce sujet. Et alors, quels sont-ils ces leviers? C'est quoi les enjeux? C'est quoi les objectifs? C'est quoi les gains pour une entreprise qui s'engage dans ces démarches? Qui s'engage là-dedans. Alors déjà, il y a la possibilité quand même de communiquer là-dessus. Et puis déontologiquement, il y a des chefs d'entreprise qui nous disent, moi je ne peux pas refroidir mon procédé et que ça parte comme ça directement au milieu naturel. On peut certainement... Moi, plus que pour l'énergie, je pense que sur la thématique de l'eau, il y a quand même une vraie prise de conscience. Et puis l'énergie, on sait qu'on peut en fabriquer. L'eau, on ne sait pas en fabriquer. Donc voilà, la problématique n'est pas tout à fait la même. Et il y a une prise de conscience de se dire,
l'eau, on sait qu'elle va être de plus en plus rare. Il sait qu'il faut qu'on la partage, puisque voilà, nous, en tant que citoyens, on en a besoin. L'agriculture en a énormément besoin. Donc de toute façon, il faut... Sur cette thématique de l'eau, tous les acteurs sont autour de la table, vraiment, pour travailler sur ce sujet. Donc le gain, il est évidemment un peu financier, mais, parce qu'on va économiser des mètres cubes, mais je pense que c'est avant tout, plus que pour l'énergie, une prise de conscience, vraiment. Un engagement environnemental et puis aussi une question d'image et donc d'attractivité de l'entreprise. Oui. Une entreprise engagée, responsable, comme on dit aujourd'hui, engagée dans une RSE. Oui. C'est une entreprise qui a un petit peu moins de difficultés à recruter et attirer des jeunes que d'autres, il faut le dire aussi. Oui, il faut le dire, c'est une réalité. Je l'entendais sur la table ronde précédente. Effectivement, on est sur un peu les mêmes problématiques. Tous les enjeux environnementaux, maintenant, c'est quelque chose ce sont des choses qui sont vraiment regardées par les jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Et c'est une fierté pour les industries aussi de mettre en avant, parce que je trouve qu'on ne le dit pas assez, on ne communique pas assez là-dessus. Les industries ont vraiment pris cette problématique environnementale au sens large. C'est vraiment des préoccupations qu'ils ont depuis de nombreuses années. Et en principe, quand on cherche des bons élèves, on vient souvent chercher les industriels. Il y a un autre enjeu qu'on peut évoquer peut-être ici et maintenant, c'est celui de la crise hydrique. On traverse des périodes effectivement où l'eau vient à manquer et il n'est pas rare, plus rare malheureusement dans notre région que des arrêtés préfectoraux soient pris pour limiter. Voilà. Autrement dit, quand on ne s'est pas préparé à ça, on peut vite se retrouver en difficulté. Tout à fait. C'est un des arguments aujourd'hui. C'est un des arguments alors qui est entendu et connu. Encore pas assez à notre sens, parce que ça reste quand même assez nouveau. C'est-à-dire que dans chaque préfecture de département, il y a ce qu'on appelle des comités ressources en eau, où à la demande de monsieur le préfet, les usagers sont invités à venir voter, enfin donner leur avis plutôt, sur un arrêté qui va être pris par monsieur le préfet. Donc quand je dis, ce sont les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie, les représentants des citoyens, les collectivités, vraiment tous les usagers de l'eau. Alors, les années sur l'eau, c'est un peu fluctuant, parce qu'on sait qu'en 2024, il y a quand même plu tout l'été, et on n'a pas été trop embêté par les arrêtés sécheresse. Mais cette année, par exemple, on a quasiment, si je parle de l'axe Saône, donc de l'axe Saône qui couvre quand même, qui part des régions, qui va aussi en Franche-Comté, qui descend jusqu'au bassin lyonnais, on est vraiment, puisque le découpage n'a que faire des limites géographiques. Donc on est vraiment sur un arrêté axe Saône. Mais on a passé quasiment tout l'été en alerte renforcée ou en crise, sachant qu'il y a quatre seuils de déclenchement avec des mesures à prendre par les usagers qui sont différents si on est en vigilance, en alerte renforcée ou en crise. Et là, en période de crise, on a quand même passé en Saône-et-Loire quasiment tout le mois d'août en rouge, donc en crise. Avec des conséquences concrètes. Avec des conséquences concrètes. Par exemple, on a nos ressortissants qui sont les laveurs, les stations de lavage de véhicules qui sont fermées. C'est un arrêté préfectoral, vous devez fermer votre entreprise. Là, c'est un des impacts directs sur l'entreprise, elle est fermée. Après, les grosses entreprises, les grosses industries qui consomment par exemple plus de 7000 m3 d'eau par an, on est déjà quand même sur une grosse consommation, on arrête aussi. Alors avant, sur les seuils un petit peu moins graves, on va leur demander de diminuer de 50% leur consommation. Donc c'est gradué, mais on est de plus en plus longtemps en rouge. Et on peut se dire c'est juillet-août. Non, les derniers arrêtés ont été annulés en octobre. Donc ça peut durer. Il vaut mieux, c'est le message à passer, figurer parmi les entreprises qui consomment le moins pour être le moins impacté possible par les règles. Et puis être capable également de mener sa production avec une consommation réduite, une consommation moindre. Donc il y a des vraies réflexions qui sont menées du coup en interne pour se dire si, comme ça se produit de plus en plus souvent, qu'est-ce qu'on met en place pour justement ne pas être le moins impacté possible par ces arrêtés préfectoraux? Alors comment on s'y prend quand on est une entreprise industrielle pour attaquer ce sujet? Pour attaquer ce sujet, alors ce qu'il y a de bien sur cette thématique, c'est qu'on soit PME, PMI ou grand groupe, j'ai presque envie de dire la méthodologie est la même. C'est-à-dire que souvent, c'est comme on se posait la question pour l'énergie, on a un compteur et puis on paye avec ce que notre compteur nous dit. Pour l'eau, c'est encore très, très commun, il n'y a qu'un seul compteur d'eau. Donc la première chose, c'est de savoir où et comment on consomme, donc avec la pose de sous-compteurs. Alors sur une industrie, combien consomme mon process de refroidissement, combien même consomme mes sanitaires, il y a peut-être des choses à faire sur les sanitaires, combien va consommer le nettoyage de mes locaux, par exemple. Si on est dans une entreprise agroalimentaire, on sait que le nettoyage, c'est quand même une grosse part. Donc on pose des sous-compteurs.
Et puis déjà, on regarde quelle est la répartition de nos consommations. Et ensuite, on va se dire, voilà, c'est là où je consomme le plus, qu'est-ce que je peux faire? Donc, il y a différents leviers qu'on peut activer. Est-ce que je peux travailler en boucle fermée? Est-ce que je peux fermer mon circuit, sur le refroidissement, par exemple? Est-ce que je peux récupérer les eaux qui sont destinées à partir au milieu naturel ou en station d'épuration? Est-ce que je ne peux pas les traiter sur mon site à moi et les réinjecter dans mon process aussi? Est-ce que la solution, c'est pas carrément de changer de process parce qu'il y a des choses qui sont peut-être beaucoup plus économes en eau et peut-être que la technologie nous permet maintenant de faire des choses avec beaucoup moins d'eau. Donc les réflexions vont juste de je pose des sous-compteurs pour identifier jusqu'à je mène une vraie réflexion d'éco-conception de mon produit. Ça, on travaille aussi avec l'agence économique régionale qui sont nos collègues qui travaillent sur l'éco-conception pour dire on peut peut-être travailler un produit éco-conçu qui va moins consommer d'eau. Et puis le dernier levier, ça va être la récupération des eaux, de pluie notamment. Donc ça, c'est très simple à mettre en place. Il suffit de mettre une réserve et on collecte les eaux de pluie. Le petit souci qu'il y a eu depuis plusieurs années et qui tend quand même à se résoudre, c'est de dire l'eau de pluie, on ne peut pas la réutiliser pour n'importe quoi. Voilà. Donc on avait une réglementation qui était très très stricte sur la réutilisation des eaux de pluie, où là, différentes études et réflexions ont mené l'État à assouplir un peu les conditions de réutilisation des eaux de pluie. Parce qu'avant, les eaux de pluie, on arrosait le jardin, on arrosait les espaces verts. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas une autre utilisation qui peut en être faite? Donc voilà, il y a quand même plusieurs leviers pour travailler sur cette sobriété. Je reviens sur le premier pas de cette démarche, c'est-à-dire l'audit, le diagnostic. Il faut prévoir une petite enveloppe financière d'emblée parce qu'il faut installer les sous-compteurs, il faut mobiliser des gens, il faut. C'est un vrai travail. C'est un vrai travail quand on décide de travailler sur cette thématique de l'eau. Effectivement, donc. En tant que chambre de commerce, vous pouvez venir nous voir, puisqu'on peut déjà faire un petit peu un état des lieux de la consommation. On va pouvoir éplucher vos factures, on va pouvoir regarder votre consommation vraie, parce que souvent, quand on demande les factures, on nous donne le prix. Mais nous, le prix, techniquement, on s'en fiche, nous. Nous, ce qu'on veut, c'est les mètres cubes. C'est les mètres cubes. Les mètres cubes et comment ils sont consommés. Donc on va déjà regarder ça, on peut déjà donner des pistes à l'entreprise et effectivement on peut l'orienter ensuite vers des spécialistes, cette fois des vrais bureaux d'études spécialisés dans cette thématique qui vont venir poser des sous-compteurs et puis faire des campagnes de mesure plus ou moins longues selon l'activité de l'entreprise et son process. Et surtout, mettre en place un plan d'action derrière avec des économies à faire. Bien sûr. Alors, le diagnostic, on en profite peut-être pour une petite parenthèse pour rappeler que là, on s'occupe de diagnostiquer la consommation d'eau, mais que ça s'inscrit dans un cadre plus global qui est comment l'entreprise se positionne par rapport aux enjeux du changement climatique. Et que dans cette région, ici, on a la chance d'avoir développé un diagnostic changement climatique qui est unique en France. Voilà, donc on est deux régions un peu pilotes. Donc il y a la Bourgogne-Franche-Comté, effectivement, ça fait 3 ans maintenant qu'on propose ça. Et puis la région Grand Est, donc c'est un diagnostic adaptation au changement climatique, puisque, alors, pour le coup, le constat il est clair, on n'a plus qu'à s'adapter. On ne peut pas le freiner, c'est trop tard, on est dans le mur. Donc maintenant, c'est comment on s'adapte. Donc toute la question est là. Donc c'est un diagnostic 360 qui est réalisé par une conseillère formée à l'outil, qui a été créé en partenariat avec Météo France. Donc on a des données quand même très précises sur l'évolution du climat en 2030, 2050 et 2070. Bon, 2030, c'est demain, on peut quasiment parler d'actualité. Mais qui va donner, selon où est située l'entreprise, on va avoir des données météorologiques ultra précises. Donc ça, c'est déjà très intéressant. Et ce diagnostic va permettre donc de faire le panorama 360. Est-ce qu'il va plus pleuvoir? Est-ce qu'il va faire plus chaud? Est-ce qu'il va faire plus sec? Est-ce qu'il y aura du vent? Est-ce qu'il va tomber de la neige? Voilà. Donc on peut faire des projections et dire à l'entreprise, voilà, vous travaillez dans tel secteur et on peut remonter très loin, c'est-à-dire ça peut même jouer sur les approvisionnements. Attention, votre matière première vient d'une région où les impacts ne seront pas les mêmes. Peut-être que votre matière première n'arrivera pas à temps parce qu'il va se passer ci, il va se passer ça. Vous êtes au bord d'un cours d'eau, il va être amené à déborder plus souvent, donc vous allez être inondé plus souvent. Voilà, on fait vraiment un panorama des risques, en fait. Un panorama des risques. Et c'est quelque chose, pour l'avoir testé donc maintenant depuis 3 ans sur des entreprises de Bourgogne-Franche-Comté, qui est assez déstabilisant pour le chef d'entreprise et pour ses équipes, puisque en principe, on aime bien, quand on va faire ce diag, on va voir un petit peu les mémoires des entreprises, c'est-à-dire les personnes qui sont proches de la retraite et qui ont vécu un petit peu tout l'entreprise, qui vont dire « Ah ben oui, mais à l'hiver 1900, oui, on avait eu de la neige, le toit s'est effondré. » Voilà, c'est des données qu'on collecte. Il faut vraiment qu'on ait la mémoire de l'entreprise pour pouvoir faire ce diagnostic.
Et puis avec tout ça, on fait passer à la moulinette et effectivement, on sort une liste de risques et surtout d'adaptations qu'on peut proposer à l'entreprise pour éviter tous ces risques et pour ses biens et produits et pour le personnel, bien évidemment. Alors l'adaptation à l'eau, on refocus sur notre sujet de l'eau, effectivement à l'enjeu notamment d'être capable de continuer à travailler, à fonctionner, même si on manque un petit peu d'eau à une période de l'année. On peut illustrer par l'exemple. J'aime bien qu'on évoque des entreprises qui concrètement ont agi et ont recueilli les fruits de leur projet. Donnez-nous l'exemple d'une entreprise qui vous paraît intéressant, pertinent, révélateur. On est une entreprise assez emblématique et qui a à juste titre communiqué sur ce qu'elle a fait. Et alors, c'est ce que je disais en préambule. On est sur une thématique plutôt PME-PMI. Là, je vais prendre l'exemple d'un grand groupe, mais alors, par contre, la méthodologie est strictement la même. C'est ça qui est très intéressant. C'est juste les volumes qui changent, mais la méthode est la même. Donc, c'est le site de Michelin à Blanzy, dans le 71. Alors, eux, en plus, la particularité, contrairement à l'énergie, la particularité avec l'eau, c'est que selon l'endroit où vous êtes implanté, vous n'êtes pas sur le même bassin versant, bassin hydrologique, et les enjeux ne sont pas les mêmes. Voilà. C'est-à-dire qu'une entreprise qui est basée à Dijon, vis-à-vis de l'eau, il n'y aura pas les mêmes enjeux qu'une entreprise basée comme ici à Blanzy. Blanzy, on est sur le bassin Loire-Bretagne, qui est un des 3 bassins hydrographiques de Bourgogne-Franche-Comté, où là, vraiment, les entreprises et les citoyens, pour l'eau potable, on va dire, on est obligé de pomper dans des eaux de surface. Ce qui n'est pas le cas pour les entreprises du bassin Rhône-Méditerranée-Corse, où on va plutôt chercher des eaux souterraines. Donc là, on est vraiment sur les eaux de surface. Donc s'il n'y a plus d'eau qui coule, il n'y a plus d'eau. Donc l'enjeu était quand même vraiment non négligeable. Donc le site de Michelin, qui fabrique des pneumatiques, on ne va pas passer rapidement là-dessus. Eux, c'était 150 000 à 180 000 mètres cubes d'eau qui prélevaient directement dans la Sorme, qui est également le réservoir pour l'eau potable, donc des citoyens du bassin. Donc il y avait un vrai enjeu. Donc eux, ils ont décidé de mener cette réflexion avec un projet qu'ils ont appelé Hydraloop, qui était ce que j'avais évoqué comme un des leviers possibles, c'est-à-dire qu'ils sont passés en circuit fermé sur leur réseau d'eau. Et là, on a quand même une réduction de 80%. 80% sur les volumes de l'eau prélevée, de l'eau prélevée dans l'environnement. Tout à fait. Donc on voit quand même que là, l'impact, il est direct et il est très positif. Donc c'est une boucle fermée d'eau industrielle. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils la retraitent pour le coup sur site et ils la réinjectent dans leur procédé. Donc là, on est sur des gains qui sont incroyables. Ils ont couplé ça également avec du stockage d'eau, de pluie, voilà. Ils ont mis en place un petit peu tous les leviers qu'ils pouvaient activer, ils les ont tous activés. Et leur objectif, c'est en 2030 de passer à 100% la boucle. Il n'y aura plus du tout de prélèvement sur l'eau industrielle. Pour l'eau industrielle, tout à fait. Oui. On mesure bien d'ailleurs avec cet exemple l'importance du lien avec le territoire. Oui. L'entreprise n'est pas seule à utiliser cette ressource qui devient rare par endroit. L'entreprise n'est pas seule, donc elle est bien évidemment, donc c'est territorial, donc il y a les collectivités qui sont directement impliquées et qui prennent une part importante à ces réflexions. Il y a les agences de l'eau, bien évidemment. En l'occurrence, ils ont été accompagnés par l'agence de l'eau Loire-Bretagne pour ce projet-là, puisque bien il y a des études en amont. On ne sait pas juste, on décide de fermer la boucle. Donc il y a des études, c'est des projets qui sont quand même un petit peu longs. Mais voilà, ils ont estimé que eux, ça, ce sont les chiffres qu'ils nous ont fournis. Ils économisent à peu près la consommation d'environ 1000 foyers de 4 personnes par an. Donc on est vraiment sur des gains qui sont très intéressants. C'est très, très flagrant. Voilà. Oui, tout à fait. On salue Sacha Kettler, le directeur très dynamique de ce site Michelin, qui effectivement porte mais personnellement, voilà. très fortement ce projet. Quand on disait que c'est vraiment là sur l'eau, on est sur du ressenti, voilà, les chefs d'entreprise ont envie de faire des choses. Sacha Kettler, le directeur de Michelin, est complètement là-dedans. Effectivement. Alors vous disiez c'est la même méthode, qu'on soit une PMI ou un groupe industriel comme Michelin, c'est pas les mêmes coûts, c'est pas les mêmes moyens financiers non plus. Alors quand on est une PMI, est-ce qu'on a les moyens de ses ambitions? Est-ce qu'on a les moyens de consommer moins, de consommer autrement et d'investir dans ces projets? On nous les donne, effectivement. Donc il faut avoir cette volonté. Et puis, donc, comme je le précisais, la Bourgogne-Franche-Comté, on a la chance,
je sais pas, en tout cas c'est comme ça. Oui. On a 3 agences de bassin, donc on a Loire-Bretagne que j'ai cité, Rhône-Méditerranée-Corse et Seine-Normandie. Voilà, qui se séparent le territoire. Voilà, Bourgogne, exactement. Et donc, comme je le précisais aussi, les enjeux sur ces bassins ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, ils vont accompagner les entreprises sur cette sobriété hydrique, pas tout à fait dans les mêmes conditions. Donc, c'est un petit peu la disparité du territoire. C'est que si vous êtes une entreprise à Chalon-sur-Saône ou une entreprise à Auxerre, la méthode sera la même. On va vous amener à faire les mêmes choses, seulement l'accompagnement financier, en tout cas, ne sera pas le même. Donc, oui, les agences de l'eau sont là pour accompagner toutes ces démarches de sobriété. Par exemple, sur le bassin Rhône-Méditerranée-Corse, on peut avoir jusqu'à 70% de subventions sur l'investissement. Donc on est quand même sur des taux qui sont relativement très intéressants. Par exemple, pour des boucles fermées. Pour des boucles fermées. Alors il faut quand même justifier d'un montant minimum de consommation par an, donc qui est quand même relativement élevé. C'est-à-dire qu'il faut économiser 2000 m3 par an pour avoir ces 70%. C'est pour ça que nous sommes positionnés, les chambres de commerce et d'industrie, pour dire, attendez, les entreprises qui sont en capacité d'économiser 2000 m3 par an, voilà, c'est quand même des grosses entreprises, mais il y a toutes les plus petites qui ont envie de faire des choses et qui ne sont pas accompagnées. Donc nous avons répondu à des appels à manifestation d'intérêt des 3 agences de l'eau pour que nous puissions nous positionner CCI pour accompagner les plus petites. Et l'objectif, alors pour prendre un raccourci, c'est de dire, on va en accompagner plein de petites à faire des petites économies, mais au final, on aura quand même une grosse addition. Donc, on est là pour faire des diagnostics de sobriété hydrique, voir comment est consommée l'eau dans l'entreprise, faire quelques petites préconisations de premier niveau. Et puis, donc ça, c'est gratuit. Puisque c'est gratuit. C'est gratuit, c'est complètement gratuit, puisque nous sommes nous-mêmes, notre temps est financé par l'agence de l'eau. Donc, notre temps est mis à la disposition des entreprises pour faire ces premiers états des lieux hydriques. Et de dire, effectivement, là, peut-être que ça serait pas mal boucle fermée. On va étudier ça, parce qu'encore une fois, il faut. Les études sont financées au même taux par les agences de l'eau. Et puis, si le résultat de l'étude, c'est de dire, oui, il faut passer en boucle fermée, ils accompagnent également à l'investissement. Avec cet engagement, donc on l'a compris, de réduire, d'avoir un minimum de réduction du volume d'eau, c'est un objectif où il faudra apporter les preuves ensuite de l'objectif atteint. Alors, il faut apporter les preuves, bien évidemment, puisque, alors de toute façon, nous sommes dans un cadre national avec la loi sur l'eau, où de toute façon, il y a 10% à faire d'économie d'eau, de toute façon, donc 10% de façon globale, donc tout le monde doit s'y mettre. Les industries également, les entreprises également. Donc oui, bien évidemment, tout est chiffré. Tout est chiffré et on doit remonter, l'entreprise doit faire remonter ces chiffres pour qu'il y ait un bilan ensuite qui soit fait, une mutualisation des économies. Très bien, écoutez, on comprend donc la démarche, on comprend qu'il existe des aides, donc il faut taper à la porte de la CCI, c'est le plus simple de votre chambre de commerce et d'industrie pour savoir ce qui est possible sur votre territoire. Vous disiez tout à l'heure que à la différence de l'énergie peut-être, les esprits sont un petit peu moins sensibilisés au sujet de l'eau. C'est en train de bouger ça aujourd'hui de votre expérience, de votre retour terrain? Oui, ça bouge, puisque, alors au moins sur l'aspect quantitatif, puisque l'aspect qualitatif, ça fait un petit moment qu'on travaille là-dessus. L'aspect qualitatif on ouvre le robinet, il y a de l'eau. Donc, c'est ça. Voilà, pourquoi on... Et de l'eau de qualité n'est pas chère. Et l'eau de qualité n'est pas chère, donc voilà. Donc il n'y avait pas vraiment... Là, on sent, surtout avec les arrêtés, parce que comme souvent, la réglementation quand même contraint un peu, même s'il y a une prise de conscience qui est faite, parce que le changement climatique, c'est un fait, parce qu'on en entend beaucoup parler, parce que les jeunes, ils sont très sensibles. La réglementation a quand même mis un petit coup d'accélérateur sur la thématique. Les services de l'État à l'heure actuelle sont encore dans la pédagogie. Ça ne durera pas. Bien évidemment, ils feront des contrôles. Et s'il y a contrôle, si on n'est pas dans les clous, ça risque de poser des soucis. Donc, l'État impose pour les plus grosses entreprises à faire ce qu'on appelle des plans de sobriété hydrique, où déjà, presque on leur impose de réfléchir à la question. Ça, c'est une obligation ou ça va le devenir? Pour certaines entreprises, oui, ça l'est. Ça l'est déjà. Le plan de sobriété hydrique, il peut être demandé si vous avez un contrôle de l'inspection, de la DREAL, par exemple. Il peut demander le PSH, le plan de sobriété hydrique de l'entreprise. Et puis, qu'est-ce que vous faites si vous êtes en alerte renforcée? Et puis, quels moyens vous mettez en œuvre pour réduire vos consommations d'eau? Donc, voilà, la réglementation, quand même, aide. Mais il y a quand même une prise de conscience, je dirais, depuis 4-5 ans. Depuis vraiment 4-5 ans où on sent que nos étés sont quand même beaucoup plus secs et beaucoup plus chauds.
où on voit qu'il y a des vraies problématiques, pas juste chez les industriels, hein, de façon globale. On sent que la prise de conscience est là maintenant, oui. Donc votre message conclusif, Ludivine Filoro, c'est de dire occupez-vous de ce sujet vite. Occupez-vous de ce sujet vite, parce que tout comme l'énergie, c'est un levier de compétitivité également. On ne dit pas assez, mais tout comme les déchets aussi. Les déchets, pour l'instant, on n'en a encore jamais trop parlé, mais alors, il y a un vrai sujet sur les déchets également. Donc oui, c'est un levier de compétitivité. Il faut s'en occuper, puisque de toute façon, la réglementation va se durcir. Le prix de l'eau va augmenter, ça, on le sait. Le prix du traitement et le prix du mètre cube. Les redevances et taxes ont déjà changé cette année. Vous avez peut-être déjà vu en tant qu'entreprise des choses bouger sur vos factures. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. On vous aiguillera vers les bonnes compétences, vers les bons financements. Et il y a tout un réseau qui est là pour accompagner les entreprises sur cette thématique. Le message est passé. Merci infiniment Ludivine Filoro, dont je rappelle vous êtes la directrice transition énergétique et environnementale à la CCI Métropole de Bourgogne. Merci d'avoir été avec nous. Nous sommes en direct du salon Business Industrie et vous pouvez bien sûr revisionner cet échange sur le YouTube du salon dans quelques jours. Merci, bonne journée et bon salon. Notre monde change. Et il change vite. Avec l'industrie, on innove pour apporter de nouvelles solutions. On apprend, on transmet, on partage. On permet à chacun de trouver sa place. Et on gravit les échelons. Avec l'industrie, on contribue à prendre soin de ce qui compte. Des femmes, des hommes et de notre planète. Grâce aux 3 millions de salariés engagés dans nos 90 000 entreprises, on transforme le quotidien. Viens, on accélère avec l'industrie.